Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous parler des 18 livres que j'ai lus sur le mois de juillet. Je me suis donc munie de ma tablette pour ne rien oublier, d'une pile de livres, mais je les ai pas tous avec moi, du coup je vous en afficherai certains. Et puis du coup je vais attaquer tout ça. Je vais essayer de passer un petit peu plus vite sur les titres dont je vous ai déjà parlé dans mes vlogs de Week-end à 1000, puisque j'avais fait un vlog avec 2 Week-end à 1000 dedans et un autre vlog pour un Week-end à 1000 que j'avais fait avec mon compagnon. Je vous mettrai tout ça en i ou sinon c'est sur les vidéos récentes de la chaîne. Tout d'abord, au tout début du mois de juillet, j'avais attaqué avec le tome 9 et le tome 10 de Saga, donc la série de comics par Brian K. Vaughan et Fiona Staples, qui est une série de comics que j'aime vraiment beaucoup, qui est du space opéra avec plusieurs espèces différentes. Dans les premiers tomes, on rencontre Alana et Marco qui viennent de deux espèces différentes et qui sont ennemis, sauf qu'ils vont décider non seulement de s'allier mais également tomber amoureux et avoir en plus de ça une fille, ce qui est donc complètement interdit et ce qui est d'ailleurs pas censé être possible puisque du coup leur fille est une hybride. Le scénariste et la dessinatrice ont fait une grosse pause entre le tome 9 et le tome 10 justement, et il y a également une pause dans le récit qui ne reprend que 3 ans après, en sachant que la fin du tome 9 était horrible. Mais voilà, du coup en tout cas là ils sont vraiment repartis. Le tome 10 est sorti en fin d'année dernière, le tome 11 arrive dans les prochains mois, et puis je sais pas après pour combien de tomes c'est parti à nouveau, mais du coup on a comme une sorte de deuxième arc ici. Donc du coup j'ai relu le tome 9 que j'avais déjà lu à peu près au moment de sa sortie, et j'ai donc enchaîné sur le tome 10. Je dois dire que ce tome 10 m'a moins convaincue que le reste de la série, les personnages ont pas mal évolué, ils sont devenus quand même assez sombres aussi, et du coup je pense que je préférais l'ambiance dans les tomes précédents. Après ça a quand même été une chouette lecture. Après ça j'ai enchaîné sur un autre graphique, il s'agit de Coven. Donc c'est un webtoon qui a été écrit par des Français. C'est du coup publié en format roman graphique, en couleur, il fait à peu près 300 pages, quelque chose comme ça. C'est assez chouette, j'aime bien le style de dessin. On suit un groupe de 4 copines qui vivent dans un univers plutôt normal mais qui vont s'initier à la magie au départ pour protéger un arbre qui menace d'être détruit. Et puis finalement en fait elles vont se retrouver un petit peu initiées dans tout ça et elles vont découvrir certaines choses sur elles-mêmes et sur leur famille, sur leur ville, etc. C'était une histoire plutôt sympa. Je trouve qu'il y avait quelques petits éléments qui étaient peut-être un petit peu trop classiques, mais dans l'ensemble j'ai quand même passé un bon moment. La fin est très ouverte, donc en soi il pourrait y avoir une suite, mais dans l'interview à la fin de Roman Graphique, les auteurs ont dit qu'il n'y en aurait pas. En tout cas c'est pas prévu au programme. Après ça, j'ai écouté Le Bureau d'éclaircissement des destins par Gaëlle Nohan. C'est un titre que j'ai énormément apprécié. Pour le coup, j'en ai déjà parlé dans un vlog, mais je ne peux pas résister à l'idée de vous en reparler ici. Dans ce roman, on va suivre l'histoire d'une employée de l'International Tracing Service, donc l'ITS, qui est en fait chargée de prendre soin des fonds qui concernent les familles juives qui ont été déportées, et plus exactement elle est en charge de retrouver les descendants de ces familles juives déportées pour leur rendre leurs objets qui ont été confisqués à l'arrivée dans les camps, et ça va l'amener forcément à se replonger dans toute l'histoire des camps, à retrouver des descendants qui parfois ne savent pas d'ailleurs qu'ils sont des descendants de personnes juives tellement ça a été caché, etc. par la suite, et puis on découvre finalement tous ces destins différents. Ce que j'ai trouvé vraiment très chouette, c'est qu'on voit également le destin de juifs espagnols ou grecs par exemple, ce dont on parle un petit peu moins en général quand on parle de la Shoah, et puis même si ça parle effectivement des camps et de toute l'horreur qu'il y a derrière, finalement c'est un roman qui parle avant tout du devoir de mémoire et puis de transmission, finalement également pas mal d'espoir, donc j'ai vraiment trouvé ça très chouette. Pour ma part c'est un titre que j'ai vraiment beaucoup apprécié, je l'ai lu dans sa version audio et je vous la recommande très chaudement, elle est vraiment super réussie. La version audio a contribué au fait que je sois complètement captivée dans l'histoire et je l'ai complètement dévorée. Ensuite j'ai lu le tome 3 de Anne de Green Gables, donc le tome 3 s'appelle Anne de Redmond avec cette magnifique couverture. Et donc Anne, c'est une série pour ma part que j'aime vraiment beaucoup. J'ai pas du tout vu l'adaptation en série télé, je pense que je la regarderai quand même à l'occasion. On suit donc l'histoire d'une jeune orpheline qui est envoyée dans une île du Canada où elle va être adoptée par un couple, et on la découvre du coup au départ quand elle est enfant. Elle va aller à l'école, elle va découvrir sa nouvelle vie, etc. Et puis au final on la suit tout au fil de ses années. Dans ce tome-ci, donc dans Anne de Redmond, on la suit durant ses 4 années à l'université, donc dans une autre ville.
et c'était vraiment très chouette. Et puis on voit vraiment comment Anne grandit au fil des tomes. Je sais que par la suite on va la voir également devenir mère, on va suivre ses enfants, etc. Et vraiment ouais, c'est une série que je trouve vraiment très chouette. Il y a un côté très lumineux dans l'écriture, très doux, très enveloppant, et en même temps ça parle également de sujets plus difficiles. En tout cas c'est vraiment une série que j'aime vraiment beaucoup, et puis j'adore ces éditions chez Monsieur Toussaint Louverture que je trouve absolument superbes. Vraiment je les trouve à tomber par terre. J'ai enchaîné pour le coup sur une petite déception avec À nous la Bastille par Anne Doyer, qui a un titre jeunesse qui se passe pendant la prise de la Bastille. Dans ce livre-ci, notre héros et son ami vont se retrouver emmêlés, embarqués dans toute une histoire qui se passe autour du 14 juillet 1789, et on suit un petit peu dans toutes leurs aventures. C'est pas un titre qui m'a plus que ça marqué ni intéressé, donc je vais pas m'attarder là-dessus, je vous en avais déjà parlé en plus du coup dans un vlog. Dans le même vlog, j'avais également lu le tome 2 du roman graphique Petite Plume par Lynn Hélène. C'est une duologie du coup de comics que j'adore vraiment. Je trouve les dessins à tomber par terre. Voilà. Donc alors, il y a aussi du texte. Il n'y en a pas toujours, mais il y a aussi du texte. Mais voilà, c'est vraiment très coloré, très chouette. J'aime vraiment beaucoup. C'était aussi un webtoon au départ et l'autrice a décidé d'auto-publier par Ulule, je crois, les 2 volumes. On peut parfois les trouver en occasion. Pour ma part, j'avais contribué aux campagnes de participation Ulule et vraiment j'aime beaucoup cette série. Je la trouve très chouette. Dans le tome 1, on suit un enfant et dans ce tome 2, on suit du coup un adulte qui va devenir père. Tout ça, ça se passe dans un monde de fantasy qui est très lumineux et très chouette, mais en même temps, il y a aussi des éléments un peu plus sombres, notamment sur la famille. Après ça, j'ai lu Du thé pour les fantômes par Chris Vuklicevic. Je suis désolée pour la prononciation. Donc celui-ci aussi, je l'ai écouté en format audio. C'est un titre qui m'a pas mal surpris parce que je m'attendais pas forcément à ce que ça ressemble à ça. C'est un titre qui se passe dans le sud de la France, dans la campagne autour de Nice. Ensuite, dans cette histoire, 2 sœurs jumelles, Agonie et Félicité, qui sont toutes les 2 des sorcières, avec des talents différents, et donc Félicité, elle, a la capacité de parler avec les fantômes pour les aider à passer dans l'au-delà, et ce à travers des thés. En fait, elle leur fait boire des thés qui les amènent à parler de toute leur histoire, et puis pour finalement se libérer de certains poids et pouvoir passer dans l'au-delà. J'ai vraiment bien apprécié, ça prend pas mal de tournures que j'imaginais pas forcément. Je comprends pourquoi il a fait parler de lui, parce que ouais, c'est une histoire qui est quand même assez particulière, assez singulière, et franchement sympa. Ensuite, une autre très bonne lecture avec Sur le vif par Elisabeth Acevedo, publiée aux éditions Nathan. C'est un titre qui m'a beaucoup plu, que j'ai complètement dévoré celui-ci aussi. Dans cette histoire, on va suivre Emony. C'est une jeune femme qui vit aux États-Unis. Elle est au lycée dans sa dernière année. Et elle est passionnée de cuisine, et ça tombe bien puisque justement dans son lycée, pour sa dernière année, va se créer un cours de création culinaire auquel elle va s'inscrire, et ça va l'amener à faire des nouvelles rencontres, mais également du coup à considérer vraiment la cuisine comme un projet d'avenir, à mettre un petit peu plus de manière concrète sa passion pour la cuisine et d'en faire quelque chose de potentiellement professionnel. En plus de ça, on suit du coup Emony dans sa vie quotidienne, puisqu'elle a eu une petite fille alors qu'elle était au début de son lycée, donc elle est maintenant maman d'une petite qui a 2 ou 3 ans, et puis elles vivent toutes les 2 du coup avec la grand-mère d'Emony, qui est finalement la seule personne de sa famille qui est présente pour elle au quotidien. Elles n'ont pas forcément des fins de mois très faciles, elles sont pas mal en galère, mais globalement c'est un titre qui parle avant tout d'une envie de s'en sortir, qui parle d'une jeune femme qui a des grands rêves, qui a vraiment une passion pour laquelle elle est un peu prête à tout, de sa famille et de ses amis qui vont décider vraiment de la soutenir. Donc voilà, c'était vraiment un très joli roman et j'ai beaucoup apprécié. Il m'a beaucoup émue, vraiment c'est un titre que je vous recommande. Ensuite, j'ai lu le roman Alfie par Christopher Bouy, je l'ai lu dans le cadre du PLIB. Dans cette histoire, on suit du coup Alfie, qui est une intelligence artificielle qui va être achetée par une famille, et on voit du coup comment Alfie en fait s'imprègne de cette famille pour essayer de comprendre comment ils fonctionnent, et pour s'intégrer dans leur quotidien, au départ pour leur faciliter la vie, et puis on voit qu'en fait il y a une sorte un petit peu comme de bug dans la matrice d'Alfie qui fait qu'elle se projette beaucoup trop dans beaucoup trop de choses. C'est assez drôle, on voit qu'il essaye d'interagir avec un chat, qui comprend pas très bien comment ça fonctionne un chat, il essaye d'interagir avec les enfants, avec les ados, et du coup il se comporte pas de la même manière, et puis il va également se rendre compte qu'il se passe des choses assez bizarres, notamment dans le couple, et que certaines personnes autour du couple
il va leur arriver certaines choses. Donc voilà, du coup Alfie finalement va s'en mêler peut-être un petit peu trop pour essayer de savoir ce qui se passe, et du coup on part ensuite sur une sorte un petit peu de thriller, entre thriller, SF, mais avec la narration du point de vue d'Alfie qui est quand même assez drôle. Après il y a certaines choses que je trouvais pas forcément très cohérentes, certaines choses où je comprends pas. Enfin, c'est une intelligence artificielle qui a accès à beaucoup de données, etc. Donc il y a certaines choses qu'il est quand même censé comprendre au bout d'un moment. Je veux bien qu'au début il les comprenne pas, mais il est censé avoir fait des recherches et puis il les comprendre ensuite. Et voilà, du coup certaines choses il les comprend pas, mais toujours plus tard quoi. Mais voilà, en tout cas sinon c'était un titre que j'ai plutôt bien apprécié, j'ai passé plutôt un bon moment avec. Ensuite, j'ai lu un titre que vous avez probablement vu passer à peu près partout, puisque j'ai lu Légende élatée, donc par Travis Baldree. C'est publié aux éditions Inis pour la version française. C'est un roman qui est classé en cozy fantasy. On appelle ça de la cozy fantasy dans le sens où c'est un univers de fantasy avec des personnages qui sont du coup des orques, etc. mais qui se passe dans un univers de fantasy dans lequel il n'y a pas spécialement ni de bataille, ni de gros enjeux ou quoi. Enfin voilà, c'est un roman quand même globalement cosy, c'est un petit peu une intrigue assez feel good, assez tranquille. J'étais assez curieuse de voir ce que ça allait donner, j'avais vraiment envie de le lire. Et je dois dire qu'effectivement j'ai vraiment bien apprécié ma lecture. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais ouais, j'ai vraiment passé un chouette moment dedans. Ensuite du coup l'histoire de Viv, qui est une orque, qui est une ancienne mercenaire, et qui a décidé de ranger son épée pour ouvrir un café. Parce que voilà, elle a découvert le café pendant une de ses missions, elle en est tombée complètement amoureuse et elle décide du coup d'importer le café dans un endroit où ils le connaissent pas du tout, et puis non seulement ils connaissent pas le café, et puis ils connaissent pas spécialement le concept de l'endroit du café où on peut se poser, qui est sympa et qui est agréable. Ils connaissent un peu les tavernes où on se bourre la gueule et où on peut manger son plat dans son écuelle, mais voilà, pas trop le concept du café avec sa petite pâtisserie, etc. Et c'est ce que Viv va du coup mettre en place avec l'aide de ses employés, et c'est vraiment un récit qui est très chouette, c'est très mignon. Alors moi comme je lis pas mal de fantasy, c'est vrai que j'étais un peu à attendre le moment où ça allait péter, où il y allait avoir des problèmes, etc. Bon, il y a des problèmes mais ça reste assez gentil, les résolutions sont assez faciles, mais voilà, en tout cas c'est un titre avec lequel on passe plutôt un bon moment. Je crois que j'ai vu que l'auteur vient de sortir un autre volume dans le même univers qui je crois se passe avant, et je me demande si on ne suit pas à nouveau Vive, et s'il est traduit en français je le lirai probablement. Je comprends pourquoi est-ce qu'il a aussi bien fonctionné. Ensuite j'ai lu un titre audio, j'ai lu donc Comme un roman d'été par Émilie Henry. Celui-ci je vous en ai également parlé dans un vlog de Week-end à 1000. C'est un titre que j'ai lu en format audio, et autant je peux vous recommander de découvrir le titre, autant je vous recommande pas sa version audio, parce que je trouve qu'elle n'est pas spécialement bien faite. La voix de la narratrice est plutôt bien, mais la voix qu'elle prend pour tous les personnages secondaires est beaucoup trop cliché, et ça rend le truc un peu ridicule et assez désagréable à l'écoute. On suit du coup l'histoire de deux auteurs qui s'appellent January et Augustus, qui étaient dans la même université et dans laquelle ils étaient un petit peu considérés comme des rivaux, puisque les deux avaient cette passion pour l'écriture, et d'ailleurs les deux sont devenus des auteurs best-sellers, sauf qu'ils écrivent pas du tout le même genre, et que elle, January, elle écrit des petites romances mignonnes, et que lui il écrit des thrillers bien glauques et bien sanglants. Un peu par le hasard ils vont se retrouver à devenir voisins, sauf qu'en fait ils sont toutes les deux dans une période où ils sont censés rendre prochainement un nouveau titre, et où ils sont en phase de page blanche, donc ils n'arrivent plus à écrire. Et finalement, ils vont essayer un petit peu de se remotiver ensemble, mais ils vont également se lancer au défi d'écrire chacun le genre littéraire de l'autre. On va les suivre dans tout ça avec une petite romance, bien entendu, au milieu. C'est un titre qui est assez cliché, mais c'est quand même plutôt sympa parce qu'on voit tout le côté écriture, les recherches qu'ils mènent chacun de leur côté pour pouvoir écrire leur livre, le processus éditorial, etc. Donc voilà, on suit quand même un petit peu tout ça. Donc quand on aime les livres, c'est plutôt chouette. Mais voilà, après c'est un titre qui est quand même assez long, je pense qu'il n'avait pas forcément besoin de l'être autant. Il est sorti en poche, donc pourquoi pas. Ensuite j'ai lu Les Exilés de Troyes par Pat Barker. C'est un titre que j'ai beaucoup apprécié, c'est le tome 2 du Silence des Vaincus. Je précise que c'est vraiment le tome 2 direct du Silence des Vaincus parce que c'est pas du tout écrit dessus. Je trouve ça vraiment dommage de la part de Charleston sur ce coup-là. Dans le tome 1, du coup dans le Silence des Vaincus, on suivait Briséis, qui est une jeune femme qui est offerte à Achille en trophée de guerre durant la guerre de Troie, et du coup on la suivait après dans son quotidien d'esclave auprès d'Achille puis de Patrocle, et puis finalement un peu la relation qui va se nouer entre eux, qui est pas si catastrophique que ça par rapport au fait que c'est une esclave, mais ça reste quand même une esclave.
Dans le tome 2, donc celui-ci, le roman s'ouvre sur la scène du cheval de Troie qui arrive dans la ville. Du coup la ville de Troie tombe et du coup toutes les femmes des princes, des grands soldats, etc. se retrouvent à devenir esclaves pour le camp adverse à nouveau, comme c'était le cas de Briseis. On suit à nouveau une nouvelle dynamique qui va se mettre en place. C'est un titre du coup voilà, qui parle de ces femmes qui vraiment deviennent esclaves quand le camp de leur mari perd la guerre. Donc forcément c'est un titre dans lequel il y a beaucoup de violence, dans lequel il y a des viols, des meurtres, etc. Enfin voilà, c'est pas un titre joyeux, clairement pas. Je crois pas qu'il y ait d'autres volumes pour l'instant en anglais, mais il y en aura peut-être d'autres, et s'il y en a d'autres je les lirai probablement. Le tome 1 peut tout à fait se lire tout seul, il n'appelle pas forcément à avoir une suite, et c'est également le cas pour ce tome 2, ça n'appelle pas forcément à avoir une suite. Par contre vraiment je vous recommande d'avoir lu Le Silence des Vaincus avant, parce que comme c'est de la mythologie, il y a beaucoup de personnages, et si vous vous attaquez directement avec celui-ci, vous risquez quand même d'être assez perdu, et puis il va vous manquer des éléments. Ensuite j'ai lu Quand pique ton cœur par Sarah Crossan aux éditions Mazarine. Pareil, ces livres-là je vous en avais aussi parlé dans un week-end à Lille. Celui-ci je l'ai pas franchement accroché, c'est un roman en vers libre comme les autres romans de Sarah Crossan qui étaient publiés chez Rajo, que j'ai quasiment tous lus. Celui-ci parle d'une femme dont l'amant va décéder, elle est mariée, lui aussi était marié, ils ont chacun des enfants donc séparément, et on va voir comment est-ce qu'elle va essayer de surmonter son deuil. C'est pas une thématique qui m'a beaucoup parlé, l'écriture de Sarah Crossan, à la fois il y a ce côté de vers libre etc qui est très chouette, mais c'est également un peu plus vulgaire et ça m'a pas, voilà, je suis pas hyper convaincue, je suis contente de l'avoir lu, je voulais le lire depuis longtemps. Ensuite j'ai lu le tome 2 des Magies de l'Archipel par Estelle Faye, donc ce tome 2 s'appelle La Cité Mirage, c'est publié aux éditions Nathan et c'est un court roman jeunesse de fantasy. Dans le tome 1 on suivait un frère et sa sœur qui se retrouvaient à s'embarquer sur un bateau parce que sa sœur est victime d'une sorte de malédiction, sa peau se recouvre d'écailles, elle est en train de devenir une sirène et on les suivait du coup dans toutes leurs aventures, et puis finalement c'est plutôt le frère qui va devenir le personnage principal et il se lance lui dans la quête de plusieurs livres qui sont un petit peu magiques et qui pourraient avoir un rôle important à jouer. Le tout est parsemé d'illustrations de Sanoé, qui bien entendu fait des illustrations toujours aussi magnifiques. Je sais pas combien de tomes sont prévus, il y en aura au moins un troisième, je sais pas s'il y en aura plus que 3 par contre. Et puis sur le même week-end à Lille, j'avais enchaîné avec un autre titre d'Estelle Faye. Celui-ci est coécrit avec Fabien Lécheron, il s'agit de Hollywood Monsters. Ici on est sur un roman young adulte qui se passe dans l'univers du cinéma hollywoodien dans les années 20 ou 30 à peu près. Et on suit un accessoiriste et la vedette d'un film, c'est plutôt un film un peu d'horreur, ou en tout cas fantastique. Sauf qu'il va commencer à se passer des choses assez horrible et fantastique un petit peu également sur le plateau de tournage, et du coup eux deux vont essayer de comprendre ce qui se passe. La fin m'a pas forcément convaincue, mais sinon dans l'ensemble c'était quand même plutôt sympa, et surtout tout le décor qui nous plonge vraiment dans voilà, l'âge d'or du cinéma hollywoodien. Pour le coup ça c'était vraiment chouette. Et du coup pour terminer, 3 romans dont pour le coup je ne vous avais pas parlé dans des week-ends à Lille. Tout d'abord on a Chevaleresse, le dernier titre de Charlotte Bousquet. Dans ce livre là on va suivre un groupe de 7 femmes qui vont décider de s'allier pour sauver un village et pour globalement repousser en fait quelqu'un qui menace pas seulement ce village mais qui menace un peu plus largement le pays et la paix qui existe dans ce coin-là. Tout ça est porté par une jeune fille qui vient de ce village et qui essaye de trouver une solution pour repousser cet ennemi, et elle va aller chercher des femmes qui sont toutes très différentes les unes des autres, elles viennent de pays différents, il y a dans le lot une sorcière, une mercenaire, une chevaleresse, enfin voilà, pas mal de figures différentes qui vont se retrouver avec elle. C'est un roman du coup de fantasy. Alors j'ai beaucoup aimé pour ma part tout le départ quand elle rencontre ces différentes femmes, quand on voit comment elles se tissent leur amitié etc entre elles, ça j'ai vraiment trouvé ça très sympa. Après c'est vrai que par rapport à l'histoire, par rapport au nombre de personnages et du coup au nombre de points de vue, puisqu'on a les points de vue de toutes ces femmes, c'est un titre qui mériterait peut-être d'être un petit peu plus long que ces 350 pages à peu près. Mais en tout cas voilà, c'était vraiment très chouette, je l'ai vraiment lu assez rapidement. Effectivement je pense que je l'aurais encore plus apprécié dans une version plus adulte, plus poussée dans l'univers, plus développée etc. Mais ça remplit en tout cas le contrat pour un roman young adulte en one shot, enfin en tome unique. C'est pas vraiment un reproche, c'est plus moi par rapport à mes préférences, mais en tant que tel j'ai trouvé que c'était un chouette titre. Ensuite on va passer sur un titre que j'ai moins apprécié puisque je l'ai abandonné.
Il s'agit de L'Empire des femmes, le tome 1 par Cassandre Lambert, que j'ai lu également dans le cadre du PLIB. C'est un titre du coup que j'ai abandonné, qui m'a pas franchement convaincue. J'ai eu un petit peu de mal parce que j'ai trouvé ça en fait vraiment beaucoup trop classique, j'ai vu venir beaucoup de choses dès le départ, et en plus de ça j'ai appris qu'en fait c'est une duologie et que la plupart des éléments qui pouvaient me faire tenir pour avoir les éléments de réponse, en fait on les a que dans le tome 2 et j'avais pas forcément envie de lire 2 tomes, donc de lire je sais pas peut-être 600 ou 700 pages pour avoir la résolution de quelque chose qui m'intéressait moyennement. Du coup j'ai décidé de l'abandonner à peu près à 30% et puis ensuite j'ai lu je pense au moins jusqu'à la moitié en diagonale, et j'ai également lu les derniers chapitres du tome 1 pour savoir un petit peu vers quoi ça nous menait, mais effectivement voilà, ça finit sur un gros cliffhanger, on n'a pas du tout les réponses dans ce tome 1, et pour ma part ce sont des choses que je n'apprécie pas dans les titres. J'ai un peu de mal avec les tomes 1 qui sont juste des introductions et qui ne donnent pas de réponse en tant que telles. Pour terminer, ma dernière lecture du mois de juillet, ça a été Paternoster par Julia Richard, qui est un titre que vous avez peut-être vu passer avec son joli jaspage violet. Dans cette histoire-là, on va découvrir Dana, c'est une jeune femme qui va aller découvrir en fait sa belle famille, sauf qu'elle ne sait pas grand chose au départ de sa belle famille et qu'elle va découvrir qu'ils sont quand même assez particuliers. Ils vivent du coup dans un grand manoir, il y a donc les 2 parents et puis également le frère de son compagnon. Ils vivent dans un immense manoir qui est complètement comme coupé du temps, dans lequel il y a très peu de réseaux, dans lequel il se passe beaucoup d'éléments bizarres, on ne sait pas très bien si c'est des choses qui sont un peu liées à l'imagination et l'idée qu'on peut se développer de choses quand on est dans un univers un petit peu flippant ou si vraiment il se passe des choses bizarres. C'est un titre qui parle essentiellement d'ascension sociale, qui parle de différences sociales et qui parle de ça en fait à notre époque actuelle, puisque c'est un titre qui se passe vraiment de nos jours. Je pensais qu'il se passait dans le passé d'ailleurs, mais pas du tout. Et donc on a ce personnage principal, Dana, qui elle est d'origine algérienne, qui vient d'une famille très modeste, elle a vécu seule avec sa mère, et puis en face la famille de son compagnon qui est vraiment très riche. C'est un titre qui est assez glaçant, dans lequel il se passe pas mal de choses très bizarres, c'est un peu entre du thriller fantastique avec un côté glauque, en même temps il n'y a pas vraiment les vrais éléments de thriller, c'est surtout très glauque dans l'ambiance en fait. C'était la première fois que je lisais un roman de Julia Richard, je peux dire que ça m'a plutôt convaincue, je serais curieuse de voir d'autres titres d'elle. Je pense que je m'attendais à encore plus apprécier celui-ci, mais j'ai quand même passé un très chouette moment avec. Sur ce, j'en ai donc fini avec toutes mes lectures du mois de juillet. Je vous ai donc parlé de ces 18 lectures qui ont marqué mon mois, 19 même d'ailleurs, puisque je crois que j'avais pas compté l'abandon dedans. Donc voilà, du coup je suis contente de vous avoir parlé de tout ça. Globalement j'ai fait de chouettes lectures sur le mois de juillet, j'ai pas eu de coup de cœur, mais j'ai fait quand même pas mal de très belles lectures et puis également pas mal de belles découvertes. Donc voilà, je suis assez contente de ce bilan. Et puis franchement surtout j'ai pas mal lu. Après effectivement avec 3 week-ends d'amis validés sur le mois, forcément ça aide au niveau des pages. J'ai hâte de vous parler de mes lectures du mois d'août, puisque du coup le mois est déjà bien avancé au moment où je vous filme cette vidéo et j'ai déjà lu beaucoup de livres et beaucoup de chouettes livres également. Donc voilà, sur ce, du coup, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!